Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Nous sommes au mercredi 2 novembre de l'année 2016, deuxième jour du mois de novembre. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est avec plaisir que je retrouve sur LCF et sur City FM 89.9 MHz pour l'émission Toc Toc. Toc Toc de ce jour au soir en studio, les confrères Sylvain Vidjirakou du site AfriqueReport.com, bonjour. Bonjour Junior, bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Notre second invité ce matin pour nous, Didier Assogba. Il est le patron du site TogoBreakingNews.info. Bonjour Didier. Bonjour Junior, bonjour aux téléspectateurs de LCF et aux auditeurs de City FM. Je rappelle que c'est la première fois qu'on reçoit dans ce studio Didier Assogba. Donc, merci, bonne arrivée dans la famille de Toc Toc. Merci beaucoup, c'est le plaisir est partagé. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Oh non, il ne faut pas se rassurer. Hein. Bon, on sera toujours ensemble, enfin, on l'espère aussi. Dans la seconde partie de l'émission, nous aurons comme invité André Kani Afanou, le directeur exécutif du CACIT. Avec lui, on parlera de l'examen périodique universel du Togo à Genève qui a eu le 31 octobre dernier, et aussi de la décision de certains pays africains de se retirer donc de la CPI. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 2 novembre 2016, nous démarrons par le journal libéral de Fabrice Pechesi. Le libéral titre Le Togo devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Le ministre Pius Agbetomé a présenté les avancées et les défis. Tournée ouest-africaine du Premier ministre français, Manuel Valls salue les avancées majeures au Togo. Interview du directeur du CTF Kubanka Johnson à lire dans le journal libéral. Forum de la semaine de Dimas Ikodo est dans les cas ce matin. Le journal titre Soucieux de peaufiner sa stature internationale et tisser son propre réseau africain, Manuel Valls a soigneusement évité les questions qui fâchent. Examen périodique universel, le Togo attend de nouvelles recommandations pour renforcer les droits de l'homme. Effet divers, assassinat d'une femme et d'un enfant à Baguida. Dans les classes également ce matin, nous avons le journal Le Médium de Credo TT. Le journal écrit la direction mécontentement et débrayage à Seco BTP. La direction générale de Seco Group dans ses plus petits souliers négocie une semaine de réflexion. Droits humains EPU, le Togo étale les progrès réalisés devant le Conseil des droits de l'homme. Avec nous ce matin de l'école également le journal Fraternité de Joël Ega. Le journal écrit Manuel Valls Alomessi, on en parlait. Retour sur info, le crime de torture désormais imprescriptible au Togo. Fort a-t-il creusé un trou pour les sécurocrates? Robert Doucet ou l'ombre des délations des sbires. Le quotidien privé Liberté est avec nous ce matin. Le journal titre CPI et retrait tous azimuts des défections africaines qui font les affaires du pouvoir fort Nyasingbe. Manifestation populaire à Zégré. Le jeune homme arrêté raconte son calvaire. Ils m'ont demandé de regarder le soleil et 3 personnes étaient là pour m'empêcher de fermer les yeux. Grand reportage. B. La cité abandonnée au cœur de la ville de Lomé. Le Mania libéré est avec nous dans l'école ce matin. Nouvelle grève dans l'enseignement les 4 et 5 novembre prochains. Les ministres attendus par les députés à l'Assemblée nationale. C'est qu'au BTP, dans de mauvais draps, des grèves et des licenciements secouent le groupe. Le Premier ministre Valls a nommé ce que Manuel Valls est venu faire. La dépêche dans l'école ce matin titre Valls en Afrique, élection Amérique, Valls en Afrique, un air de fin de règne. Élection américaine, Madame Hillary Clinton, première femme au port de la Maison Blanche, fort peut se frotter les mains. Un quart ivre. Le Messager titre à sa une ce jour
Mouvement d'humeur à SECO BTP, les employés de SECO MAT réclament le versement sans condition de 3 mois d'arrêt de salaire. Manuel Valls à Fort-Gnassingbé, vous faites avancer ce pays avec patience, avec détermination pour qu'il rattrape le temps perdu lors des années difficiles. En fin de lecture ce matin, Focus Info de Jean-Paul Agbo. Le journaliste invité spécial Didier Akwete, président d'Afrique Search. Une formation de qualité au Togo passe par la réforme du système éducatif. Politique, coopération. Manuel Valls salue les progrès accomplis par le Togo. International Bénin, roi du poulet et prince de la cocaïne, Sébastien Ajavon. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux. Retour en studio avec 2 journaux avec nous aussi sur le plateau. Le journal Togo Nigban. Le journal Togo Nigban est avec nous ce matin. Rapidement, le titre à la une. Présidence du CAR, Maître Apémon évincé malgré lui. Nador Aoukou porté à la tête pour le retour du bélier. Retombée de l'affaire Coris Management Accent Corporation avec Olympio, obligé de s'éclipser de la tête du parti des Togolais. Et puis avec nous, le journal Vision d'Afrique. Ce journal titre à sa une ce matin, Côte d'Ivoire, référendum constitutionnel, Alassane Dramane Ouattara, l'autre malheur de l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara, l'autre malheur de l'Afrique. Pour mieux gérer les déchets, le Grand Lomé innove enfin en créant un centre d'enfouissement technique à Akepe. Le jingle annonce la première partie de l'émission et on retourne nos invités. Retour en studio avec nos confrères Sylvain Vidjarakou, AfriqueReport.com, Didier Sorba de Togo BreakingNews.info. Bonjour. Bonjour. Le Premier ministre français Manuel Valls a séjourné dans notre capitale vendredi et samedi dernier. J'ai voulu qu'on revienne sur son séjour. D'abord, quelle est la portée de cette visite du chef du gouvernement français chez nous ici au Togo? Il faut que je dise qu'à mon avis, Manuel Valls n'est pas venu au Togo comme un Premier ministre français ou un Premier ministre d'un gouvernement européen, mais je pense qu'il est venu au Togo tel un commercial qui amène des hommes d'affaires ou qui prend dans sa valise des projets commerciaux et qui vient discuter avec quelques autres acheteurs. C'est un peu comme un marketeur qui essaie de convaincre un marché d'acheter son produit. C'est comme ça qu'il est venu. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des enjeux mondiaux, le monde fait face aujourd'hui à des défis sécuritaires, à des défis de développement économique et non plus aux défis de droits de l'homme ou aux défis de justice. Nous le voyons face à la crise internationale, la chute des cours mondiaux, la chute des prix du pétrole, des prix des matières premières. Le monde est obligé maintenant de chercher d'autres débouchés. Et la France, en l'occurrence, fait face aussi à une montée vertigineuse de son taux de chômage, à une chute des recettes des entreprises françaises aujourd'hui. Nous le savons en Afrique, par exemple, les banques françaises sont en chute libre face aux banques marocaines qui ont pris 27%. Pour les banques françaises, ça fait seulement 15%. Ça veut dire déjà que la France est en train de chuter. Aujourd'hui, la France a pu faire de bonnes recettes, je veux dire des recettes de progression, seulement sur le plan de la vente d'armement. Parce que la France est aujourd'hui le premier pays exportateur d'armes au monde. Donc, sur ce plan, la France a pu faire des avancées, des recettes donc considérables. Mais sur les autres plans, la France est en déficit. Donc, la France est obligée de trouver maintenant d'autres débouchés. Du coup, le gouvernement français est obligé de revoir à peu près ses valeurs, les valeurs fondatrices de leur pays, notamment les droits de l'homme, notamment la démocratie, la libre expression, etc. Tout ce que la France condamnait chez nous ici aujourd'hui, la France est obligée de ne plus en parler. C'est ce que Manuel Valls est venu faire. Et heureusement pour lui et heureusement pour la France, il est venu à un moment stratégique. Il a choisi le meilleur moment. Parce que Valls aurait pu choisir, par exemple, avant la sécurité, le sommet sur la sécurité maritime. Mais Valls a tenu à choisir après la sécurité maritime au Togo parce qu'il viendrait bénir alors tout ce que Faure Gnassingbé avait fait avec le sommet, et avant le sommet, tout ce qui a été fait, les side events et tout. Il est venu pour qu'on dise, bon voilà, ce que votre président a fait, c'est bien, et donc le peuple va applaudir. Ensuite, maintenant, il va au Ghana où le président John Mahama prépare
ces élections, prépare les élections présidentielles. Et là encore, on va dire, puisque le Ghana aussi connaît actuellement une crise. Il y a l'augmentation, l'évolution plutôt dans le taux de chômage. La dette du Ghana a explosé. Ils ont même créé un fonds pour pouvoir juguler leur dette. Donc, la visite de Manuel Valls arrange encore là le président ghanéen qui se verra félicité par son peuple. Et ensuite, il met le cap sur la Côte d'Ivoire où Ouattara fait passer une autre constitution que la classe politique ne salue pas du tout. J'ai même entendu dire un des chefs de partis politiques dire que avec la nouvelle constitution, Ouattara pourrait nommer l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré vice-président. Puisqu'il est devenu ivoirien. Oui, il est devenu ivoirien et surtout Ouattara a maintenant plein pouvoir pour tout faire. Donc la constitution n'est pas saluée. Et la visite de Valls le jour J même de l'adoption de cette constitution constitue une véritable bénédiction, une véritable aide, un véritable appui pour le gouvernement ivoirien. Donc c'est ce qui va se passer. Il n'est pas venu. Non, tout le peuple togolais et tous ces peuples attendaient qu'un chef de gouvernement de son niveau, de son acabit, puisse parler par exemple de réformes au Togo ici, ou puisse parler des problèmes que nous avons ici, des 70% des Togolais qui vivent en deçà du seuil. Il a élucidé les problèmes politiques, il ne voulait pas des sujets qui fassent oui, évidemment. Il a tout évité. Ça veut dire que moi je n'accorde pas plus d'importance à la visite de Valls que d'importance à la visite de Tony et Melou. Je ne connais plus l'orthographe. Melou, voilà, juste le banquier qui était là, lui aussi le week-end passé pour parler de ça. Bon, je n'accorde vraiment pas plus d'importance à la visite de Valls qu'à sa visite. Merci. Didier Soba, on a vu, au-delà de ce qu'on a vu à la télé, inauguration de l'école maternelle du lycée français, visite à Akepe où on va construire bientôt un centre d'enfouissement des déchets. Au-delà de tout ceci là, qu'est-ce que vous avez appris de la visite de Manuel Valls à Lomé? Il a fait 2 jours. Oui, il a fait 2 jours, mais Manuel Valls a clairement dit ce pourquoi il était à Lomé. En fait. Donc, je crois qu'il n'était pas là pour parler des problèmes togolais, mais il était là pour parler du renforcement de la présence française au Togo. Il a dit clairement dans une interview qu'il a accordée à 3 journaux togolais. Donc il a dit qu'il souhaiterait parler avec le président de la République pour que la France renforce sa coopération avec le Togo et renforce sa présence au Togo. Donc quand on parle du renforcement de la présence française au Togo, n'allez pas croire que les citoyens français vont venir au Togo. C'est le renforcement de la présence des entreprises françaises qui opèrent sur le territoire togolais et d'autres éventuellement qui devraient venir investir au Togo et pour renforcer cette présence-là de la France au Togo. Donc je crois que c'est dans ce sillage-là que Manuel Valls est là. On parle également du sommet France-Afrique qui se prépare à Bamako, justement. Donc il était là au Togo justement pour parler avec le doyen des chefs d'État de la région, le Faure Gnassingbé étant en fonction depuis 2005, donc étant là avant beaucoup de présidents qui sont installés dernièrement. Donc il vient, il parle avec le doyen des chefs d'État de la région. Ensuite il va parler avec le président de la Côte d'Ivoire, un pays stratégique pour la France également. Et il discute avec le président ghanéen, un pays anglophone qu'on ne peut pas négliger également dans la zone de la CEDEAO. Donc Manuel Valls, au-delà de tout ce qu'il aurait pu déclarer pour enfoncer le Togo, ça va quand même dans notre intérêt que la France salue ce qui a été fait, mais on aurait quand même aimé qu'il effleure quelques sujets, mais comme beaucoup l'ont dit, il a évité les sujets qui fassent, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même quelque chose qui se passe actuellement au sein du Parti socialiste français, où beaucoup de personnalités se positionnent dans la perspective de la prochaine, de la prochaine élection présidentielle. Donc Manuel Valls également peut-être à Lomé pour consolider des bases et tisser des relations éventuellement pour ses ambitions politiques. Alors, parlant de doyen, il ne faut pas oublier que le vrai doyen de l'État de la sous-région, c'est Yaya Jammeh de la Gambie. Yaya Jammeh de la Gambie. La Gambie est un pays anglophone, donc on parle du doyen des chefs d'État dans la zone d'un pays francophone. Voilà. Alors, juste d'accord. Francophone, c'est Faure Gnassingbé. Alors, on a dit, Valls n'a pas daigné d'en dire un mot sur la situation politique chez le Togo, de la déception de bon nombre de compatriotes. Oui, ça va de soi. On aurait quand même aimé que la France parle quand même des problèmes intérieurs du Togo, notamment la question des réformes politiques. Voilà, notamment les réformes politiques, les réformes constitutionnelles. On doit notamment la limitation des mandats présidentiels et les élections à 2 tours et d'autres problèmes également. Mais je vois que pour la France, l'enjeu n'est pas encore là. La présidentielle au Togo, c'est encore
dans 3-4 ans. Et donc, peut-être la France aura le temps d'en parler. Mais là, Valls est venu pour faire... pour un objectif précis. Le lobbying. Le lobbying pour leur intérêt, pour l'intérêt français. Donc, je ne crois pas que l'intérêt togolais ait pu primer sur l'intérêt des Français dans la visite du chef du gouvernement français. Alors, si bien Vizarko, on a vu, Manuel Valls a salué les efforts fournis par le Togo, surtout sur le plan du développement. Il a parlé, il a dit que le Togo avance. Oui, ça, c'est son point de vue. Malheureusement, je vais une phrase encore le dire, le Premier ministre français, je pense, n'a pas eu en main toutes les données possibles. Parce que c'est vrai... Il a été mal informé? Je dirais plutôt qu'il n'a pas lu tous les rapports, que c'est son ambassadeur ou tous ceux qui lui donnent les informations. Il doit avoir des mémoires, il doit avoir des mémoires avant de venir. Oui, probablement. Il s'est préparé sans doute en visitant le pays, il s'est préparé, il a eu quelques informations, mais comme nos analyses le disent tout de suite, il n'était pas venu à Lomé pour dénigrer ce qui a été fait ou pour dire, bon, vous n'avez rien fait. Il n'était pas venu à Lomé pour critiquer. La preuve, il n'a même pas parlé du comportement des entreprises françaises dans notre pays ici. On ne fait que du saupoudrage tous les jours, on ne fait que nous escroquer. Il n'a même pas parlé des comportements des entreprises françaises ici ou ailleurs, ou au Cameroun, par exemple, où actuellement Bolloré a des problèmes avec les citoyens, avec cette histoire d'accident de train. Ça veut dire que le Premier ministre français n'était pas à Lomé pour dénoncer quoi que ce soit, il était tout simplement à Lomé pour embellir l'image de la France et pour un temps soit peu soigner sa propre image, parce que comme Didier l'a dit, c'est un homme politique et il rêve, il a des ambitions. Et avec ce qui se passe aujourd'hui en France, où Hollande n'a pas beaucoup de chance pour se faire élire, et certains ne voudraient pas non plus revoir Sarkozy au pouvoir, alors Manuel Valls peut se positionner, surtout qu'il serait favori s'il se positionne. Donc, vous voyez, Arnaud Montebourg, en plus de cause que lui, ils ont les chiffres. Oui, mais Valls, le Premier ministre, il a toujours les trucs à main, il a toujours les clés pour pouvoir refaire son image. D'ailleurs, est-ce que l'autre aussi aurait pu être au Togo pour négocier au nom des entreprises? Il viendra peut-être après, Macron viendra aussi, on ne sait jamais. mais pas pour négocier pour les entreprises françaises. Quoi qu'il en soit, Valls n'était donc pas le pour parler de ça. Je pense qu'en matière de développement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Heureusement que le gouvernement togolais même le sait. Il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, quand on nous parle de la croissance économique qui a augmenté, on nous dit que nous sommes dans les 4,5% par exemple. Est-ce que ça se voit réellement? Ça ne se voit pas dans le panier de la ménagère. On ne voit rien. Donc ça veut dire que pour le moment, ce n'est qu'au niveau théorique, ce ne sont que des chiffres. Quand on dit l'amélioration du climat des affaires, comme le nouveau rapport Doing Business l'a salué en disant qu'on a fait des avancées notables au Togo, par exemple. Quand on le dit, nous on ne voit rien. Parce que là, il ne s'agit que du juridique. Il y a eu des réformes, on a dit aujourd'hui pour créer une entreprise, les formalités sont moins pesantes. C'est par exemple ça que le Doing Business salue. Donc quand on dit qu'il y a des progrès, substantiellement, il y a des progrès, mais oui, mais dans la pratique, dans ce qui se voit sur le terrain, mais la misère continue. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, comme on dit chez nous, Junior, on dit la main qui demande est celle qui est la plus tendue. Voilà. Donc c'est celle qui est aussi en bas. Voilà. Et Manuel Valls étant en quête du soutien du Togo, forcément, pour un objectif donné, il ne sera pas là pour dénigrer ce qui a été fait. On reconnaît quand même qu'il y a quelques améliorations. Donc il y a des améliorations sur certains domaines, dans certains domaines autant pour moi. Et donc il a plutôt misé sur ce qu'on voit de l'extérieur. Et voilà. Donc je crois que c'est politique en fait, c'est diplomatique. Tout ce qu'il a dit, c'est quand même des langages diplomatiques. Et donc on ne peut pas tout cerner là. Peut-être dans les jours à venir, on va quand même aller voir un peu ce qui a été dit en sourdine, ce qu'on ne nous a pas dit publiquement, mais comprenez que nous sommes en diplomatie et que Manuel va s'appeler un langage diplomatique et donc comprendra ce qui est normal, qui pourra. Moi je dirais même un langage commercial. Ce qui est normal. On va évoluer, on va parler de sujets de société. Alors, la journée de lundi dernier a été un peu mouvementée à l'agression de Seko BTP vers Balepedo, où les ouvriers ont manifesté bruyamment pour réclamer leurs arriérés de salaire. Togo Breaking News.info a couvert cette manif. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas à Seko BTP? C'est quoi le problème? Oui, on a été alerté de la manifestation des agents de Seko BTP et donc on s'est transporté sur les lieux, on a vu des agents déterminés qui ont bloqué tous les accès au site et qui ne voulaient pas laisser passer même les membres de l'administration. Donc personne ne pouvait passer, personne ne pouvait rentrer et sortir. Et donc pour eux, c'était leur salaire ou rien, quoi. C'est une séquestration. Voilà, ils ont presque séquestré l'entreprise, personne ne pouvait sortir. Et donc,
ils réclamaient 3 mois d'arriéré de salaire. Ils ont dit qu'il leur a été promis de leur payer 1 mois dans la perspective de la rentrée qui a eu lieu afin de pouvoir gérer la rentrée de leurs enfants. Ça n'a pas été fait. Et donc, comprenez que c'est des agents mécontents, frustrés, qui réclament leur salaire. Ça va de soi, parce que personne ne peut travailler 3 mois durant ne pas avoir de salaire, quoi. Donc, on en voit pire ailleurs. Hein? Oui, on en voit pire ailleurs. Eux, ils ont choisi de dénoncer. Et donc, nous, on a couvert ça. On attend les explications de la direction. Vous n'avez pas approché la direction de SECO? Là, ça a été impossible de les joindre. Mais on espère que SECO va réagir dans les jours à venir pour clarifier la situation de leurs employés. On salue quand même que le fait que SECO offre des emplois aux Togolais, et on ne souhaite pas que ces emplois, que ces gens perdent leur emploi, parce qu'on parle de licenciement que d'autres qualifient d'abusif. Nous, on n'a pas tous les éléments pour en juger, mais les employés dénoncent quand même le recrutement des Blancs, de certains Blancs qui sont venus et qui ont foutu l'entreprise en l'air. On cherche encore, on reviendra sur le sujet, mais là, on a parlé du factuel, ce qui s'est passé lundi dernier avec la séquestration. Mais finalement, les agents ont été dispersés par la police. Oui, parce que juste le SECO connaît la direction générale de la gendarmerie. Voilà. Et c'est pas normal qu'on laisse une manif là-bas à l'entrée de la gendarmerie. Alors, Sylvain Bidjarakou, vous avez suivi la manif des employés de SECO lundi dernier. Alors, est-ce la meilleure méthode qu'ils ont choisie pour réclamer leur salaire? Non, je ne voudrais pas voir la chose dans cet angle-là. Parce que déjà, dans un pays où 51%, je donne quelques chiffres, 51% des Togolais vivent avec moins de 35 000 francs par mois, ou 35 000 francs exactement, et 32% avec 50 000 comme salaire, seulement 5% de bons salaires. Vous comprenez que lorsque vous n'avez pas votre salaire durant 3 mois, vous pouvez vraiment être dans de très mauvais état. Vous pouvez être capable du pire. Personne ne peut savoir ce qu'il peut faire lorsqu'il est dos au mur. Donc, je pense que la direction a, à un moment donné, en évitant de discuter avec les employés, mis les gens dos au mur. Il fallait discuter avec eux. On sait pas si la direction a discuté avec les si on avait discuté avec eux. Il y a eu des échanges en amont, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des gens qui ont manifesté bruyamment l'autre fois à l'entrée de la direction. Oui, mais en séquestrant l'entreprise, ça suppose qu'on n'a pas discuté avec eux. Parce qu'au moins, si on avait discuté avec nous avec les employés durant les 3 mois, ils n'auraient pas commencé à séquestrer les gens, parce que ça, c'était un ultime recours. Tout à l'heure, on a dit que l'entreprise avait promis avancer 1 mois. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts, et peut-être que les employés aussi étaient un peu pressés, et ils ont choisi ce moyen-là. Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile lorsqu'on a 3 mois d'arriéré, qu'on a des loyers à payer, on a des engagements chaque 30 jours à la maison, surtout quand on est responsable, on est père de famille, ce n'est vraiment pas facile. Moi, j'ai quelqu'un dans notre quartier qui travaille à SECO et qui fait partie des gens qui subissent actuellement ce non-paiement de salaire. Ce n'est vraiment pas facile. Alors moi, je ne voudrais pas voir s'ils ont emprunté la meilleure manière ou la pire des manières, mais je sais qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'on ne leur a pas donné, on ne leur a pas payé leur salaire depuis 3 mois et qui sont dans l'obligation aujourd'hui de réclamer ça. Quoi qu'il en soit, je pense que la situation était plus ou moins prévisible, parce qu'il y a déjà quelques mois ou quelques années, SECO avait déjà licencié certains. Il avait libéré certains employés. Mais c'est une société privée. Hein, oui, c'est une société privée. Les activités ne marchent plus. Libère, les activités ne marchent plus. Aujourd'hui, c'est vrai que le Togo est toujours en chantier, mais il n'y a plus tellement de chantiers. Il n'y a plus tellement de chantiers. Je me rappelle à l'époque, c'est quoi, environ 4 000 employés. En temps, ils sont devenus 3 000, 2 000. Moi, il y a encore un bon millier de personnes. Et si les affaires évoluent, et continuent d'évoluer dans ce train-là, il y aura encore des limogeages, il y aura encore des licenciements. Et ce n'est malheureusement pas tout. Ce qui a surpris plus d'un, dans le monde des BTP Togo, SECO est l'entreprise qui paie mieux et qui s'occupe mieux de ses employés. Et vous arrivez à SECO, vous avez une cantine pour les employés, tout est là, ils sont à l'aise. Et les gens n'ont pas compris le fait que la direction a quelques problèmes, quelques soucis, et que les employés choisissent de l'exposer comme ça. Et c'est un peu choquant. Enfin, ceux qui connaissent bien SECO. Oui, à un moment donné, en fait, SECO BTP a été une fierté nationale. C'est l'une des entreprises de BTP les plus équipées au Togo, qui a eu beaucoup de marchés. Bon, je ne veux pas parler de la manière. Voilà, de ce que dira Sylvain, mais a eu beaucoup de marchés, donc a dû recruter beaucoup de Togolais qui ont travaillé sur beaucoup de chantiers. Ouais. Donc, quand ça ne va pas, je crois que, comme Sylvain l'a dit, il fallait discuter. Toujours discuter, parler avec les employés, leur faire comprendre en fait la situation de l'entreprise, et pour que l'entreprise ne coule pas. Parce que ces employés qui ont manifesté la dernière fois ont parlé
on parlait du fait qu'ils craignent que l'entreprise coule et qu'ils perdent définitivement leur emploi. Donc, ils ne manifestent pas seulement pour leur salaire, mais ils manifestent également pour la survie de l'entreprise. Voilà, ils dénoncent la mauvaise gestion des Blancs. Mais comment eux, il y a un problème là. Voilà. Mais comment eux, employeurs, peuvent penser que les Blancs gèrent mal? Si le PDG a fait venir des Blancs, à un moment donné, il a laissé partir les Blancs. Peut-être c'est pour essayer de redresser les choses. Maintenant, pourquoi eux? Mais ils ont peut-être dû subir à un moment donné la nouvelle donne de ces Blancs-là. Ça s'est passé aussi à la SMPT. C'est la rigueur. Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. À un moment donné... Vous pensez réellement que M. Constantin Moussou va faire venir des Blancs pour piller ou bien pour dilapider les sous de la société? Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais ils pensent que les Blancs gèrent mal. Oui, mais dans leur manière de gérer les choses, les Blancs peuvent ne pas bien gérer. Ils ne sont pas infaillibles. Nous avons beaucoup idées de Blancs ici. On voit comment ça se passe. Les sociétés des Blancs sont aussi ailleurs dans d'autres pays. Non, les Blancs peuvent, dans leur gestion, ne pas bien traiter les employés. Quoi qu'il en soit. Dans toute société où il y a la rigueur, vous savez que les employés ne sont pas toujours contents. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais ce serait dit que les Blancs là sont infaillibles. Ils ne le sont pas. Pas du tout. Malheureusement, moi je pense quand même que les employés réclament quelque chose et il faut les comprendre. SECO doit sauver la situation pour éviter ces mauvaises publicités, comme moi j'ai l'habitude de dire. Et quand vous promettez, soyez en aptitude de respecter avec les vos promesses. employés, leur donner des échéances claires par rapport à leur salaire et donc gérer la situation pour que SECO retrouve ses lettres de nouvelles. Selon nos infos, c'est une partie de la société, c'est pas toute la société. Oui, c'est un groupe, c'est seulement SECO Mathieu. Donc, c'est pas tout SECO qui est concerné par ce mouvement de débrayage. Alors, on va parler d'un fait divers. Fait divers qui a eu lieu, je crois, le week-end écoulé à Baguida, je pense, bien, où un homme a décidé comme ça d'égorger sa femme et son enfant de 4 ans. Un crime crapuleux. Donc, Breaking News.info en a parlé. Voilà, on a suivi ce dossier de près depuis lundi matin lorsqu'on a eu les premiers éléments. On manque simplement d'adjectifs pour qualifier ce qui s'est passé. C'est horrible. Je n'ai pas d'adjectif. C'est inhumain en fait. Un humain ne peut pas faire ça parce que quoi que la femme ait pu faire à son mari, c'est pas possible. Ta femme que tu as dans la chambre, on nous a raconté, selon les témoignages qu'on a recueillis, que le monsieur était revenu le soir, donc il s'est douché, il est rentré, il devrait se coucher. Donc il a décidé d'avoir une discussion avec sa femme par rapport à quelques différends qu'ils avaient eus. Donc qu'est-ce que le monsieur reproche à sa femme? La femme aurait mal parlé de lui chez les voisins, chez la belle famille et chez les amis, tout ça. Donc il n'a pas apprécié ça. Donc selon lui-même, ce qu'il a raconté à la gendarmerie, il dit que lorsqu'il était allé pour parler avec sa femme avait déjà un couteau entre les mains. Et la poignardé à 2 reprises. Sa femme, quand il a commencé à parler avec elle, donc elle l'a poignardé à 2 reprises. Et donc, lui aussi, voulant se défendre, il a pris le couteau et il a dit, on sait la suite. Non, on parle de son enfant alors. Comment est-ce qu'il a pu égorger son enfant aussi? Il dit que l'enfant criait de ne pas tuer sa maman. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, ça n'a même pas de... On cherche, on ne comprend pas. Est-ce que ce monsieur, il est normal ou bien il est un peu détraqué? On attend encore les parce que là, selon un témoin qui l'a vu à la gendarmerie de Baguida, il dit oui, enfin, c'est bon, monsieur, en conclusion, oui, voilà, il est fier. En réalité, il dit il ne regrette pas, c'est bon quoi. Que tout ça c'est fini. C'est fini maintenant. En fait, que tout ce qui s'est passé entre lui et sa femme, que tout est fini maintenant. C'est pas il est satisfait, hein. Sylvain, mais c'est scandaleux. Il y a quelques années, on a connu un crime pratiquement de même nature quand le petit frère de Midi Lacoste l'a décapité dans ce pays. J'y étais allé, j'étais sur place, on n'était pas trop âgé, mais on y était allé. Je l'ai vu le jour-là, il était complètement défiguré, je l'ai vu comme quelqu'un qui n'était vraiment pas lui-même, ses yeux sortaient, j'avais peur, tout le monde avait peur de lui. Mais quelques mois plus tard, quand je suis allé en visite à un ami à la prison civile de Lomé, quand je l'ai vu, j'ai vu un beau gosse qui était là, et au tribunal ensuite, le jour de son procès, il était comme quelqu'un qui allait bien, il était normal, il était vraiment bon, quelqu'un qui était sympa. J'ai vu qu'il y avait quand même un problème. Un humain ne peut pas le faire, mais un humain l'a fait.
c'est un être humain. Le petit frère de Midi D'accord, c'est un être humain. Celui qui vient de faire la même chose est aussi un être humain. Est-ce qu'il est entré en transe? Alors, est-ce qu'il y a un esprit, il y a une position? À un moment donné, forcément, je pense, je ne suis pas très fidéiste, hein, mais à un moment donné, je pense quand même qu'il y a un esprit qui prend possession du corps de l'homme pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable, surtout qu'il continue de dire que maintenant mission accomplie. Et peut-être qu'il est toujours en sous. Toujours possédé. Parce que on ne peut pas quand même prendre le couteau et égorger sa femme. Non, non, s'il était toujours possédé, il ne se mettrait pas à se défendre. Parce que lorsqu'il dit ma femme avait son couteau, mais il prend la posture déjà de quelqu'un qui se défend. Ouais. Il a tenté de fuir même, il a tenté de fuir par. Oui, ça veut dire qu'il prépare sa défense. Ensuite, il dit mission accomplie, ça veut dire encore qu'il prépare sa défense en essayant de prendre la posture de quelqu'un qui était possédé, quelqu'un qui était malade ou quelqu'un qui n'était pas en lui-même avant de commettre ce forfait. Une sorte de folie passagère. Oui, voilà, donc il préparait sa défense. Donc ça veut dire que cet homme-là n'était pas vraiment possédé. Ou du moins, quand il a commis le crime, à un moment donné, un autre esprit l'a possédé, un esprit qui voudrait qu'il se défende. Je trouve que c'est un crime, un acte vraiment horrible. Moi, sincèrement, je n'aurais même pas supporté y aller parce que je ne supporte pas la vie du sang humain. Ouais. Là, malheureusement, les gens ont publié ces images sur les réseaux sociaux. Et ce qui a encore choqué, parce que moi, je ne sais pas écouter, mais il faut qu'on commence par gérer les réseaux sociaux. Justement. Les gens ont dit filmer les images, le sang, et j'avoue que c'est difficile à supporter. Nous, on a choisi de ne pas montrer ces gens d'images ici, mais quand même, c'est scandaleux. La dame en question est une coiffeuse très connue à Baguida, et il paraît que le 31 octobre, où on l'a tuée, ce jour-là, s'apprêtait à lancer son album, puisqu'elle fait aussi du gospel, elle chante, elle fait la musique. Voilà, donc et justement, lorsque les faits s'étaient passés aux environs de 1h du matin, donc le lundi là, c'était en fait la dame a une autre fille avant de venir épouser le monsieur. Voilà. Donc quand ça se passait, c'est la fille qui a alerté sa tante maternelle, et lorsque la belle famille est venue, il a dit à la belle famille au portail que non, que sa femme était allée chanter, donc était en concert, donc était fatiguée, donc ne pouvait pas se réveiller en ce moment-là. Oh, il a tué. Or, elle était déjà out. Donc, quand les gens insistaient, il a pris la poudre d'escampette, il est sorti par ailleurs, il a quitté la maison, il a pris un zémidjon. Voilà, il a pris un zémidjon, il est descendu à la plage. Il y avait le sang sur. Voilà, et le zémidjon lui a justement, selon les témoignages que nous avons recueillis, le zémidjon lui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il a le sang sur lui? Dit, il a été poignardé. Par qui? Il n'a pas répondu. Donc c'est quand le même zémidjon est revenu dans le quartier qu'il entendait les cris, tout ça, qu'il a alerté la gendarmerie et ils sont allés le recueillir. Entre-temps, il disait qu'il a pris un poison pour se suicider lui-même. Mais c'est juste... Ouais, il prépare sa défense. Voilà, c'est un fait inhumain. Le monsieur, il devrait être déféré aujourd'hui au devant de la justice, donc pour répondre. Il est 10h30, en 2 minutes sur André Afalou, sur Maquille Diala. Laissons Ramomil là, André il est Diala. André, on va prendre 2 minutes. André, on va parler du Bénin. Sylvain a voulu parler du cas Jamon, Sébastien Jamon, ça lui intéresse. Alors, l'homme d'affaires, le patron des patrons bénin, le président du patronat béninois, le PDG de Commande Kadiaf, il est dans. C'est un homme d'affaires très connu à travers l'Afrique. Il est dans de mauvais draps, dans de beaux draps, si on peut le dire ainsi. Il est accusé. Donc, et ceux qui le connaissent sont surpris du fait qu'on associe à Javon à la drogue. Sylvain? Moi, je ne suis pas tant que ça surpris. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a une rumeur, je dis rumeur parce que je ne veux pas donner de nom, mais il y a une rumeur qui dit déjà qu'au Bénin, la plupart des hommes d'affaires, on les met trempés dans la drogue. La plupart, ça se dit déjà sur le Bénin. Et Sébastien Ajavon et autres, à un moment donné, je pense quand même que, tout comme le président Talon, étaient devenus à un moment donné trop riches pour beaucoup de personnes. Ils étaient devenus tellement riches qu'on pouvait douter de l'origine de leur richesse. On a vu ce qui s'est passé au moment des élections, comment les deux là étaient très puissants, ils distribuaient de l'argent de gauche à droite en un point fini. Leur argent ne finissait pas. On se demandait vraiment d'où ils pouvaient tenir ça. Donc si aujourd'hui on le prend en l'accusant de drogue, même si ça semble avoir des relents politiques, son arrestation, même si cela semble avoir... même si ça sent le montage. Oui, ça sent plutôt un règlement de compte, parce qu'on peut partir d'une petite affaire de drogue tant que ça politisait l'affaire. Une petite affaire de drogue, comme un petit citoyen vend de la drogue dans le coin d'un quartier, quoi. On peut partir d'une petite affaire de ce genre et en faire une grosse affaire politique, ça peut se faire. Mais la question aussi serait de savoir ce qui se passe actuellement entre Talon et Ajavon, parce qu'à un moment donné, ils ont dû s'unir pour que Talon aille au pouvoir et ensuite Ajavon a même, je crois, quelques éléments dans le gouvernement, dans le gouvernement actuel. Donc je pense quand même qu'il y a un véritable problème là-bas. Et si Ajavon est innocent, si il est innocent, alors il faudra rapidement qu'on l'innocente, mais sinon il ira en prison, parce que vu qu'il est déjà en garde à vue,
il ira en prison. Il y a plusieurs leaders d'opinion au Bénin, des chefs traditionnels, des chefs de canton, des gens qui font des sorties et qui demandent à Talon de libérer Ajavon Impouvoir. Oui, ça va de soi lorsqu'on connaît le poids qu'Ajavon a au Bénin actuellement. Un tel homme d'affaires de ce Takabi-là, Ajavon, c'est quand même quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses au Bénin. Ouais. Sur le plan social, il en a tellement fait. C'est un philanthrope. Hein. Voilà, donc il a de l'affection de la population dans toutes les régions presque. Et donc, à mon avis, il est peut-être tôt pour en savoir plus. Parce que les conteneurs en question sont des conteneurs signalés depuis, pas aujourd'hui, pas un mois, pas 2 mois, donc signalés depuis des années par Interpol. Donc, il faut quand même prendre un peu de recul. Ajavon, il est présumé innocent, sa présomption d'innocence est garantie, mais on va attendre quand même. Son avocat l'a dit. Voilà, on va attendre quand même les enquêtes qui ont été ouvertes par le procureur de la République, donc la justice béninoise, autant pour moi, pour en savoir plus, parce que en même temps on parle du politique, mais en même temps il peut y avoir du vrai. Donc on attend pour avoir tous les éléments pour en mais le problème c'est que la justice a mal procédé, il y a des vices de procédure, ceux qui devaient l'arrêter n'ont pas arrêté. Bon, c'est ce mélange-là qui risque de ça c'est l'Afrique. On va sur le dossier très près, peut-être on y reviendra vendredi avec d'autres conférences studio. Mesdames, messieurs, la pause, derrière la pause, notre invité André Kani Afano. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité André Kani Afano. Il tient beaucoup à Suprême Kani. Alors bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes directeur du CACIT. Alors, on va commencer par cette question. Le CACIT, il se porte bien parce qu'on se rappelle, vous avez eu un congrès mouvementé en temps. Est-ce que c'est bon maintenant? Ben, moi, je dirais que le CACIT se porte bien. Dans la vie de toute organisation, effectivement, il y a différents mouvements. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce qu'il faut expliquer simplement, c'est que depuis un certain nombre d'années, le CACIT a dû faire face à un choix idéologique dans l'environnement des défenseurs des droits de l'homme au Togo. Vous savez, en 2012, par exemple, à l'interne, nous avions fait beaucoup de débats sur la question de savoir est-ce que le CACIT devait activement participer aux travaux du CST. Et je ne vous cache pas qu'à l'époque, vous y étiez contre? À titre personnel, moi, je n'ai jamais cru que la bonne option était pour les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes de nous allier officiellement au parti politique. Et je dois dire qu'à l'époque, effectivement, Maître Ajavon, qui était le président, n'avait pas ce point de vue. Donc déjà, à l'époque, il y avait des débats internes, comme il peut en avoir dans toute organisation, de mon point de vue en tout cas. Et malheureusement, les séquelles de ce débat-là nous ont poursuivis jusqu'à l'Assemblée générale qui a suivi 2012. Et je pense que malheureusement, ce sont les mêmes séquelles de cette divergence-là qu'on a observé à l'issue de la dernière AG que nous avons eue. J'avoue que moi, je n'étais pas au pays lorsque les commentaires ont été faits dans la presse, mais j'ai regretté vraiment. Moi, j'ai été journaliste. Hein, et avant chez Tigo chez Aréglé. C'est ça. Et j'ai travaillé comme journaliste pendant 4 ans. Et j'ai de très bons amis dans la presse aujourd'hui. Et moi, j'ai regretté que nous ayons fait l'AG un samedi et que dès le dimanche, qu'il y ait eu sur les réseaux sociaux un posting de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui a cru bon de titrer élection à la unir au CACIT. Et à partir de ce moment, mais vos confrères ont pris ça, et puis c'est ça qui a fait les titres de l'actualité. Je ne suis pas ici pour ça, mais j'en appelle simplement à ce que lorsqu'il y a un fait, que par souci de professionnalisme, que les uns et les autres aillent directement vers les acteurs pour avoir leur version. Moi, je n'ai pas de complexe à parler de ce qui s'est passé au CACIT. Je n'ai pas de complexe à dire non plus qu'en tant qu'organisation, effectivement, il y a des points sur lesquels on n'est pas tous d'accord. Mais sur le fond, je réaffirme que nous sommes en train d'œuvrer à construire une organisation professionnelle. Moi, j'ai la chance de temps en temps d'aller aux Nations Unies, de rencontrer des ONG internationales,
que ce soit en France, en Allemagne, à Genève. Et je puis vous dire que ce que nous sommes en train de faire au CACIT est en train de répondre aux standards internationaux d'une organisation de défense des droits de l'homme. Évidemment, une telle démarche de professionnalisation peut faire des frustrés. Nous prions pour que par la grâce de Dieu, l'essentiel, on mette l'accent sur l'essentiel. L'ordre est revenu au CACIT? Je ne peux pas dire que l'ordre est revenu ou pas. Vous savez, si quelqu'un prend la résolution de nuire à votre image, quel que soit ce que vous faites, la personne continuera de parler. Je vais vous donner 2 exemples, et ça c'est très sincère. Un premier ministre de ce pays, je vais parler ainsi, un ancien premier ministre de ce pays, m'a présenté quelqu'un qui était dans une situation difficile, personne que nous devions aider parce que la personne effectivement avait subi des violations de droits de l'homme. Mais cette personne, nous l'avons assistée, nous avons demandé des ressources auprès d'un certain nombre de partenaires pour que cette personne soit aidée, mais je ne vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui, cette personne sur les réseaux sociaux continue de me traiter d'escroc. Qu'est-ce que je peux faire? Vous faites allusion à M. Kawacholi? Non, ce n'est pas M. Kawacholi, c'est M. Kaming qui s'appelle. Kaming plutôt. Kaming. Voilà. Et Kaming. Vous avez parlé de notre confrère M. Acholi. Nous avons connu la Svito dans des circonstances heureuses. Parce que ce qu'ils ont vécu dans leur chair, les actes de torture, c'était quelque chose de difficile. Et nous avons été mis en contact avec la Svito, que nous avons aidé. Je n'ai pas de complexe à dire ça. Nous avons sollicité des fonds auprès des Nations Unies, justement pour aider les victimes de torture. Mais c'est des fonds sollicités par le CACIT, s'il vous plaît. Et lorsque nous sollicitons des fonds, je suis désolé, moi je suis allé à l'école justement pour que le travail que je fais puisse me nourrir. Et donc à partir de ce moment, lorsque nous sollicitons des fonds, je prends mon salaire dedans, je prends le carburant dedans, je prends des frais de communication. Il n'y a pas de complexe à dire ça. Mais nos collègues... Mais ils n'ont pas aimé, la Svito n'a pas aimé ça. Non, justement... Vous leur remettez les fonds intégralement. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris. À l'époque... Il fallait leur expliquer en amont que c'est comme ça. Nous avons fait des explications. Dans le cadre, par exemple, de nos divergences avec nos amis de la Svito, nous avons fait pas moins de 8 rencontres. Donc 4 sous l'égide du bureau du Togo du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc ça veut dire simplement, et je ne voudrais pas ouvrir des polémiques inutiles, ça veut dire simplement que, quelle que soit l'activité que vous faites, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Mais l'essentiel de mon point de vue, c'est le conseil que quelqu'un m'a donné qui m'a fait beaucoup de bien. C'est que vous soyez certain que vous obéissez à des principes clairs et que, sans être parfait, que vous faites les choses comme il faut. Et je peux vous assurer que, en termes de professionnalisme, en termes de rigueur, ce que nous sommes en train de construire au CACIT, c'est quelque chose de sérieux. Alors, on va évoluer sur parenté. Le Togo a passé l'examen périodique universel EPI, c'était lundi dernier à Genève. Alors d'abord, brièvement, ce que nous suivons, c'est quoi le pays, c'est quoi cet examen, c'est quoi cet exercice-là? L'examen périodique universel, il faut simplement dire que le Togo, comme d'autres États, fait partie de ce qu'on appelle la communauté internationale. Pour caricaturer, lorsque vous êtes dans un quartier, il y a un chef dans le quartier, il y a des règles dans le quartier. Donc vous ne pouvez pas vous permettre dans votre seule maison de faire ce que vous voulez. Vous avez des comptes à rendre aux autres amis du quartier. Donc de la même façon, il y a des mécanismes par lesquels, en matière de droits de l'homme, le Togo rend compte à la communauté internationale. Il y a 2 catégories de mécanismes, il y en a plusieurs, mais je vais insister sur 2. Il y a les mécanismes conventionnels, c'est-à-dire que le Togo va librement adhérer à un traité. Le Pacte international pour les droits civils et politiques, la Convention contre la torture, le Pacte pour les droits économiques, sociaux et culturels, et la liste peut continuer. Donc au terme de ces pactes-là, le Togo fait des rapports réguliers à des comités, notamment le comité contre la torture, le comité des droits de l'homme et d'autres. Maintenant, au-delà de ce mécanisme, parce qu'il y a des États qui prennent la liberté justement de ne pas adhérer à un pacte. Et donc les Nations Unies se sont dit, un État comme la Chine par exemple, qui ne veut pas adhérer à tel pacte, un État comme l'Afghanistan qui n'adhère pas au pacte pour les droits civils et politiques, comment nous allons faire, entre guillemets, pour coincer cet État-là? Donc on a instauré l'examen périodique universel, au terme duquel, quel que soit le texte auquel vous avez adhéré, tant que vous êtes membre de l'ONU, vous venez rendre compte. Donc, cet exercice s'appelle l'examen périodique universel. La petite différence qu'il y a entre les organes des traités, notamment les comités, et l'examen périodique universel, c'est que l'État va rendre compte. Mais dans le premier cas, l'État rend compte à des experts, des professeurs d'université, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme, de renom. Donc, ils sont plus indépendants pour poser des questions à l'État. Alors que dans le deuxième cas, l'examen périodique universel, l'État rend compte à ses pairs. Donc, c'est pas, vous aurez constaté que la dernière fois, par exemple, c'est un État comme le Bénin, la Suisse, la Belgique, la France, c'est eux qui posent des questions. Et évidemment, c'est un peu plus diplomatique. Et donc, la rigueur qu'on aurait dû espérer avoir, qu'on a souvent au comité contre la torture et à d'autres niveaux. Moi, j'ai vu par exemple au comité contre la torture en 2012, des experts, j'allais dire, sermonner l'État. Mais vous ne verrez jamais ça à l'examen périodique universel. Mais il n'en demeure pas moins
que l'EPU est un exercice politique très important. Parce que lorsque, au niveau de la société civile, vous arrivez par exemple à convaincre la France, la Suisse, le Bénin, le Ghana, de porter une recommandation sur une thématique donnée, alors vous avez cet État-là derrière vous pour le suivi, et vous avez aussi certainement cet État derrière vous pour vous donner éventuellement des ressources pour aller de l'avant. Donc voilà, grosso modo, en quoi consistait l'exercice de l'examen périodique universel. Ok, évidemment, concernant le PU, notre ministre de la Justice, Puissa Gotomé, a fait un rapport en saluant beaucoup d'avancées et aussi en énonçant de nouveaux défis. Malheureusement, il n'a pas trop parlé sur le plan des reculs. J'imagine que vous, Cassis, vous avez sûrement à énoncer ça. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est normal. C'est que le ministre, il représente l'État. Donc, il est allé là-bas, par exemple, nommé par le président Faure Gnassingbé, dans le gouvernement Kwame Klasu, pour dire qu'en réalité, et le président de la République et le Premier ministre font tout de façon merveilleuse sur notre territoire. C'est l'inverse qui aurait été étonnant, à mon avis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, toujours dans le cadre du mécanisme de l'EPU, nous, au niveau de la société civile, nous sommes allés à Genève 2-3 semaines avant. Et nous avons rencontré les mêmes missions diplomatiques. Nous avons fait ce qu'on appelle la pré-session de l'EPU. Et donc, au cours de cette pré-session-là, il y a une forte délégation du CACID, il y a nos collègues d'Amnesty International, il y a nos collègues d'Assivito qui étaient là. Et donc, ensemble, nous avons porté à la connaissance de ces missions diplomatiques-là un certain nombre d'informations relatives, à la lutte contre l'impunité. Nous avons estimé que notre État, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas résolument engagé dans la lutte contre l'impunité. Et cela s'illustre de différentes manières. Les travaux de la CVJR, tout le monde se demande, est-ce que ces travaux sont toujours d'actualité? Le fameux Ashcreen, si vous permettez l'expression, on se demande jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le Ashcreen a une feuille de route claire, avec des ressources adéquates pour travailler? Ce n'est pas le cas. Les victimes de 2005, les tribunaux ne donnent pas raison à ces victimes-là. Je rappelle, pour la question de la justice traditionnelle, qu'il y a 4 piliers de la justice traditionnelle dans le monde entier. Le droit à réparation, les garanties de non-répétition, le droit à la vérité et le droit à la justice. À ces 4 niveaux, nous avons des réserves et nous l'avons dit aux Nations Unies. Sur la question de la torture, les auteurs d'actes de torture dans notre pays, ils ne rendent pas compte. Les victimes de torture elles-mêmes, la CEDEAO condamne l'État togolais, mais l'État togolais est hésitante pour donner les réparations, notamment les réparations pécuniaires, et demander que les auteurs rendent compte. Donc, la question de l'impunité est une question réelle. Il y a d'autres problématiques. La question, c'est les lieux de détention. Ça, c'est vrai, c'est une problématique que vous rencontrez dans beaucoup de pays. Mais il n'en demeure pas moins que chacun de nous étant potentiellement quelqu'un qui peut avoir un membre de sa famille en prison, qui peut aller en prison lui-même, y compris les hauts responsables de l'État, nous en appelons à ce que la surpopulation carcérale, les conditions d'hygiène, l'accès à des soins de santé, soient des questions qui sont revenues. Nous avons parlé aussi de la problématique du droit à la justice. Il y a aujourd'hui à la prison civile de Lomé des gens qui n'ont rien à y faire. Les gens qui sont détenus injustement dans les affaires des marchés, les gens dont la communauté internationale dit qu'ils sont détenus abusivement. Donc, il y a un certain nombre de cas que nous avons soulevés. Mais nous avons parlé aussi d'autres droits qui n'ont rien de civil et politique, notamment le droit à l'alimentation. Nous avons parlé d'autres problématiques. Et nous pensons que les Nations Unies ont été, au niveau des États que nous avons rencontrés, ont été très... Nous avons parlé aussi de la situation des défenseurs des droits de l'homme, les médias, les syndicalistes. Nous avons parlé de ces crimes-là, donc impunis, je le disais tantôt. Et nous sommes heureux qu'un certain nombre d'États aient repris nos revendications. Et je pense que c'est le lieu de les saluer. Parce que nous avons fait donc des rencontres de ce genre à Lomé et nous en avons fait à Genève. Et donc, on rend grâce à Dieu. Monsieur Afano, le ministre Puissa Gotomé a parlé justement de beaucoup d'avancées. Il a vanté le statut de chef de file de l'opposition pour parler de la jouissance des droits politiques au Togo. Il a parlé de la nouvelle prison de Balimé, notamment. Ils ont évoqué également, les États allaient plus loin, évoqué également le fameux article 497 du nouveau code pénal. Qu'est-ce qui a été dit justement par le CACID à cet examen-là? Non, comme je vous ai dit, je précise déjà que, comme je l'ai dit, nous étions à la pré-session, donc dans le cadre de l'EPU, mais notre président du CACID, notamment Maoulé Spero, est actuellement à Genève, justement, pour participer de visu, j'allais dire. Oui, bien sûr, aux travaux, et aussi pour avoir des contacts toujours avec les différents partenaires. Et je dois dire que nous ne nous positionnons pas au niveau du CACID en tant qu'acteur qui systématiquement dénigre ce qui se fait au niveau du gouvernement. Donc, indéniablement, lorsque nous parlons de la situation des droits de l'homme, il y a des avancées au Togo.
Oui. L'une des avancées, à part celles sur lesquelles, effectivement, je pense le ministre a mis l'accent, c'est le fait que, et moi qui j'ai la chance de me promener dans un certain nombre de pays pour voir un peu les défenseurs des droits de l'homme à l'œuvre, je peux vous dire que lorsque nous voulons rencontrer une autorité dans notre pays, nous écrivons, on nous reçoit. Lorsque nous posons des problèmes en matière de droits de l'homme, on nous écoute. Et lorsque nous disons par exemple qu'il y a une situation particulière dans une prison particulière, ou il y a une situation particulière dans une préfecture, nous avons au niveau du ministère de l'administration territoriale, au niveau du ministère de la sécurité, au niveau de la primature des gens que nous appelons, qui nous reçoivent, au niveau du ministère des droits de l'homme et de la justice aussi. Donc ça c'est à saluer parce qu'il y a une relation de travail assez intéressante. Il y a la confiance. Il y a la confiance. Mais à partir de ce moment-là, ce que nous espérons simplement, c'est que l'appréciation, nous l'espérons objective que nous donnons sur la situation d'un certain nombre de défis à relever, mais nous espérons que les autorités soient attentives. Maintenant, oui, nous, on a relevé les points sur lesquels des défis doivent être relevés. Et nous pensons qu'il appartient aux autorités de comprendre un peu qu'en réalité, le premier acteur à l'endroit duquel ils ont le devoir de rendre compte, c'est le peuple togolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a constaté qu'à la veille de l'EPU, effectivement, les autorités se sont organisées, ils ont pris 2 ou 3 mesures rapidement, parce qu'il y a le rendez-vous de Genève. Mais une fois qu'elles vont revenir, il faut que les autorités soient à l'écoute de leur peuple. Les recommandations, il ne faut pas les jeter au placard. Les recommandations, il y en a qui vont être acceptées, d'autres qui ne vont pas l'être. Mais celles qui vont être acceptées, effectivement, il faut les mettre en œuvre. Nous y verrons en tout cas. Mais de façon plus générale, ce que je voudrais dire, c'est que sur le plan de la gouvernance politique, sur le plan de l'accès, et les États-Unis, par exemple, ont relevé le fait que les processus électoraux dans nos pays ne sont pas forcément des processus crédibles, et aussi un certain nombre d'institutions ne sont pas véritablement opérationnelles. Ça, c'est la vérité objective. Vous savez que vous aimiez, je ne sais pas, que vous aimiez la couleur blanche ou pas, je raconte n'importe quoi, vous devez reconnaître qu'elle est blanche. Et à l'inverse, ce qui est noir est noir. Oui. Donc quand on fait l'appréciation de la situation des droits de l'homme et de la gouvernance dans notre pays, il y a des choses qui sont acquises. Mais il y a des défis dont on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Quoi par exemple? Mais l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme parle du droit pour les peuples de s'autodéterminer, de choisir leurs dirigeants. À la base, ça veut dire que le quartier de, je ne sais pas quoi, Agnekonakwe, le quartier de Baie, c'est des quartiers qui ont le droit de choisir leurs dirigeants et de demander des comptes à leurs dirigeants. Mais il se fait que pendant plus de 20 ans, 30 ans, ben, notre gouvernement est sourd à l'appel à l'organisation des élections locales. Des partenaires, et je sais de quoi je parle, ont injecté beaucoup d'argent dans les sensibilisations et en voulant l'effectivité de la décentralisation. Nos autorités sont sourdes. Sur un autre plan, on ne le dira jamais assez, les processus électoraux au Togo ne sont pas organisés par des institutions consensuelles. Lorsque ça se passe ainsi, il y a forcément des frustrations que les citoyens ont. Et l'effet que ça peut avoir, c'est que lorsqu'il y a un événement comme le sommet sur la sécurité maritime, qui a priori est un événement qui favoriserait le rayonnement du pays, mais vous constatez qu'il y a des clivages dans l'appréciation de la portée de ce sommet, simplement parce que les gens se disent, si nous reconnaissions que ce sommet est important, c'est le président Faure Gnassingbé qui va en tirer les dividendes. À l'inverse, si nous mettons l'accent sur les problèmes sociaux des Togolais, eh bien, la communauté internationale va jeter l'anathème sur les chefs de l'État. Donc moi j'estime que pour le bien des Togolais, les droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit pour les citoyens de demander des comptes à leurs dirigeants, doit être aménagé par des institutions plus crédibles dans notre pays. D'autres droits, notamment la liberté d'expression, nous l'avons, mais on constate qu'au niveau du fonctionnement du service public de la justice, effectivement, un certain nombre de personnes qui sont en prison, encore une fois, qui n'ont rien à y faire. Donc, la liste... Certains n'ont pas de dossier. Bien sûr, bien sûr. Non, vous savez, lorsque vous allez un peu dans les lieux de détention, vous voyez des situations assez graves. Ce n'est pas le lieu, effectivement, de vanter les mérites du CACID, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui interviennent en milieu carcéral, entre autres, pour, effectivement, s'assurer que les minima au niveau international sont respectés. Mais nous sommes tombés sur des cas de personnes, effectivement, qui sont à la prison depuis 9 ans, qui n'ont jamais rencontré de magistrat, qui n'ont jamais rencontré d'avocat. Et c'est justement lorsque nous faisons le monitoring que nous découvrons ces situations-là. Et je dois dire que les juges, lorsque nous leur parlons de ces cas-là, effectivement, ils sont attentifs et ils sont sensibles. Alors, on va évoluer, on va parler d'un sujet d'actualité, mais sur le plan international, c'est la CPI. Alors, après le Burundi, il y a certains pays africains aussi qui veulent suivre le phase du Burundi, donc qui veulent se retirer
et qui donc mettent leur idée de se retirer de la CPI, la Cour pénale internationale. Est-ce que vous comprenez ces pays-là? Est-ce que je comprends? Oui, je comprends. Mais je suis en total désaccord avec ces pays. Pourquoi je comprends? Parce que ces États ont l'impression que la Cour pénale internationale, ça a été dit très souvent, s'acharne sur les pays africains. En ce que il y a des crimes qui sont observés dans beaucoup d'autres pays, l'Afghanistan, etc. Mais on ne sent pas le bureau du procureur. Précision importante. Parce qu'en réalité, c'est d'abord le bureau du procureur qui, comme dans le droit interne, effectivement, initie une action, ouvre une enquête. Donc on ne sent pas la même promptitude de la part du bureau du procureur, effectivement, pour demander à ces États-là de rendre des comptes. Deuxième élément, c'est que quand vous prenez effectivement des cas spécifiques, ou lorsque vous prenez le cas Gbagbo, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des crimes de guerre commis par le camp Gbagbo et commis par le camp Guillaume Soro. Ouattara veut dire bon. Guillaume Soro Ouattara. Okay. Mais on a eu l'impression qu'effectivement, il y a un blackout sur tout ce qu'a pu faire le camp Ouattara Soro, et qu'on s'en est pris seulement à Laurent Gbagbo. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai travaillé dans le cadre de mes activités au niveau du Comité des droits de l'homme avec les défenseurs des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire. J'étais même aux Nations Unies lorsque le gouvernement ivoirien est arrivé aux Nations Unies, et la question de la justice de 2 poids 2 mesures a été abordée. À l'époque, le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire avait assuré que à l'interne, tout serait fait pour demander des comptes aux gars du camp Ouattara, et bon, évidemment, il n'a pas dit Ouattara, aux gars du camp Soro. Mais ce qui est évident, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, l'appréciation du bureau du procureur ne semble pas être objective. Donc, une fois qu'on a expliqué ça, et qu'on dit, ok, on comprend les raisons que vous donnez, je pense que ce qu'on doit expliquer à nos compatriotes, c'est que dans toute société, au niveau national et au niveau de la communauté internationale, le service public de la justice, c'est l'instance auprès de laquelle vous venez lorsque vous vous sentez frustré. C'est auprès de cette instance-là, vous êtes assuré déjà d'un procès avec un avocat, avec la garantie du contradictoire. C'est là où vous allez pour demander effectivement que les auteurs répondent de leurs actes et que effectivement vous obteniez réparation. Il se fait que c'est constant qu'en Afrique, les institutions de la justice ne sont pas crédibles. Ça là, il n'y a pas lieu de le démontrer. Et non, la question fondamentale est de savoir, lorsque nos chefs d'État disent qu'il faut sortir de la CPI, quelle est l'alternative qu'ils nous proposent? Alors, créer une Cour pénale africaine? Non, vous savez, depuis... Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus de 10 ans, il y a une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qu'on se bat à mettre sur pied. Mais cette Cour, justement, les tests qui doivent permettre de rendre opérationnelle cette Cour-là ne sont pas ratifiés par tous les États. Ensuite, la Cour n'a pas les moyens pour fonctionner. Donc je pense que... Pardon? La Cour d'Arusha? Oui. Et je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est que il ne faut pas que nos chefs d'État consacrent l'impunité. Il ne faut pas que nos chefs d'État donnent l'impression que nous sommes dans un quartier. Et, excusez-moi, on dit qu'il y a des voleurs dans le quartier. Et vous dites que la police ne vient chercher les voleurs que dans votre quartier. C'est un faux débat. La question, c'est de savoir est-ce que dans le fond, les gens qu'on vient arrêter sont coupables ou non des faits qu'on leur reproche. Et dans le cas d'espèce, pour la plupart, effectivement, du temps, les gens sont responsables. Et donc, au minimum, c'est important que des enquêtes soient ouvertes. Et au minimum, c'est important de préciser qu'à la Cour pénale internationale, quoi que l'on dise, les garanties d'un procès équitable sont offertes. C'est seulement le bureau du procureur qui lance une enquête. Mais est-ce que vous pensez, à vous dire, hein, bien sûr, est-ce que vous pensez que pour pouvoir régler ces problèmes de justice 2 poids 2 mesures, par exemple, le camp Gbagbo aussi aurait pu porter plainte à la CPI contre le camp Ouattara Soro, tout comme par exemple les Libyens auraient pu porter plainte contre Sarkozy, ou en Afghanistan, en Irak, qui pourrait pu porter plainte contre George Bush, etc. Non, comme dans toute procédure, il faut effectivement, pour qu'une enquête soit ouverte, que quelqu'un saisisse la Cour. Et donc, dans le cas d'espèce, il y a des procédures précises pour saisir la Cour. Ce que je sais, vous savez par exemple que dans le cadre des événements au Gabon, le camp Jamping a saisi la Cour et rapidement, comme pour répondre du berger à la bergère, comme on dit, le camp du président Bongo aussi a déposé plainte. Une fois que la plainte est déposée, il faut que le bureau du procureur accepte d'ouvrir effectivement une procédure pour aller au fond recueillir des éléments et aller de l'avant. Donc moi je pense effectivement que
Ce qui est vrai, c'est que la Cour a le mérite d'être la première Cour permanente et pénale au niveau universel à ce jour. Mais il y a beaucoup d'influence politique autour de la Cour. Ah ouais, par exemple, parce que la Syrie, ce qui se passe en Syrie est pire que ce qui se passe en Afrique. Personne ne dit rien. Et tous les jours, Bachar al-Assad tue des milliers, des centaines de personnes. Et il n'est pas inquiété. Mais c'est ce qui embête en Afrique, en fait. Non, encore une fois, dépassionnons le débat. Moi j'apprenais tout à l'heure, lorsque je voyais sur Internet, j'ai vu que l'Allemagne, par exemple, aurait offert près de 72 millions de francs CFA à l'État togolais comme aide au développement. 37. Merci beaucoup. 37 millions d'euros. Ok. Alors, à partir de ce moment, on ne se plaint pas que c'est à nous que l'argent est donné. Dans beaucoup d'autres circonstances, lorsque, en considérant la situation de l'Afrique, des États nous viennent en aide, c'est apprécié. L'Union africaine elle-même, dit-on souvent, a un budget qui est financé à plus de 60% par l'Union européenne et d'autres bailleurs internationaux. Là, on ne se plaint pas. Donc, ça veut dire que moi, je pense qu'il faut reconnaître que les juridictions africaines ont un vrai problème pour rendre la justice, notamment dans le cas des crimes internationaux. Ensuite, dans beaucoup d'aspects ou de cas où il y a des violations des droits de l'homme, on a comme l'impression que c'est l'impunité qui est consacrée. Et donc, la Cour pénale internationale apparaît comme un instrument qui est une épée de Damoclès pour dissuader les potentiels violateurs des droits de l'homme. Ok, monsieur Afanou, justement dans le cadre de l'EPU et le mécanisme périodique d'évaluation des droits de l'homme, il a été recommandé au Togo par plusieurs États de ratifier le statut de Rome qui institue la CPI. Est-ce que vous, en tant que défenseur des droits de l'homme togolais, qu'est-ce que vous conseillez à l'État togolais? Que l'État togolais accepte de ratifier ce statut-là, ou est-ce que l'État togolais devrait suivre la tendance actuelle des États africains qui se... Je voudrais bien compléter sa question. Non, rapidement, parce que je voudrais compléter la question en disant en même temps, est-ce que vous comprenez quand même la réticence du Togo à ratifier l'accord? Non, je ne comprends pas la réticence du Togo parce que le Togo est réticent depuis avant même que les critiques actuelles ne soient formulées. Donc moi je pense que la réticence du Togo s'expliquerait par, malheureusement, ce que nous avons donné comme étant un désir de ne pas lutter contre l'impunité. Ensuite, je précise que dans le cas des plaidoyers que nous avons fait, nous avons rencontré beaucoup de gouvernements. Et la Suisse, par exemple, effectivement, dans le cas de ces recommandations, a fortement encouragé l'État à ratifier le statut de Rome. Moi, je pense que la question, encore une fois, elle est simple. Si l'État togolais ne veut pas ratifier le statut de Rome, quelle garantie l'État togolais nous donne que, y compris ceux qui sont au pouvoir, alors s'ils commettent des violations graves de droits de l'homme, qu'ils vont en répondre? Ensuite, lorsqu'un criminel de guerre d'un autre pays vient s'installer au Togo, comment assurons-nous la communauté internationale que nous ne sommes pas effectivement le paradis pour tous les criminels internationaux? Voilà un peu les enjeux. Lorsque le Togo a un prix au niveau international, lorsqu'on a une évolution, vous en parliez tantôt, au niveau du classement Dream Business, tout le monde s'en réjouit. Eh bien, si nous voulons donner un bon exemple, donnons le bon exemple dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Je rappelle que le Togo est en train de postuler au Millennium Challenge Account des Américains. Et parmi les critères, effectivement, il faut respecter les droits de l'homme. Il faut montrer que vous avez une justice efficace et que vous êtes résolument engagé à garantir l'état de droit. Donc j'en appelle à ce que le Togo avance. Merci André Kanya Fanou. L'émission tire à sa fin. Peut-être 30 secondes pour conclure, si vous voulez, rapidement. Non, moi oui, rapidement, je vous remercie pour l'invitation et j'encourage tous les défenseurs des droits de l'homme au Togo, effectivement, à continuer à s'engager. J'encourage franchement les journalistes à faire un travail sérieux d'investigation avant effectivement de faire des publications. C'est vrai qu'on est dans un pays clivé, où soit vous appartenez à la gauche ou à la droite, et en fonction de ce qui est arrivé, tout le monde se dit, ok, je vais tirer sur lui et tout, mais moi j'en appelle à ce que les gens soient plus objectifs. Moi j'ai été victime, minimum plusieurs fois dans ce pays-là, de titres de journaux où des gens ne m'ont pas approché, ils ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Mais encore une fois, lorsque vous avez des activités publiques, tout le monde ne peut pas vous aimer. Donc ceux qui ne nous aiment pas, que Dieu les bénisse, et ceux qui nous aiment, que Dieu les bénisse aussi. Merci André Kanya Fanou, je rappelle qu'il est le directeur des études du classique. Merci à Sylvain Vigirafou de AfriReport.com. Merci à Didier Assogba de Togo Breaking News.info. Mesdames, messieurs, merci à vous tous. L'émission s'achève ainsi. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de la rediffusion. C'est à 22h30. Merci à nos amis de CTFM. Merci à ceux qui nous suivent depuis la diaspora sur le www.lcftogo.com. Bonne journée, à très bientôt.